Et voilà. Hop. Ça y est, c'est lancé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Pardon, je vais Bonjour, taper Sandrine. Comment vas-tu? bien et toi? Mais très bien, très bien. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous avez le bouton du coup discussion sur lequel vous pouvez nous parler. C'est du coup le bouton chat de façon générale que vous pouvez utiliser pendant toute la session. Ah super, merci beaucoup pour vos premiers retours. Merci Christelle. On nous voit bien, on nous entend bien. Ok, parfait. Merci. Ça me rassure toujours un peu de savoir ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. On va attendre encore un petit peu que les personnes se connectent. On est très ponctuel. Hop, je vois que tu es dehors, Stéphanie. D'ailleurs, tu es d'où, toi? Il a l'air de faire beau chez toi. Il fait très beau, oui. Je suis à Nantes là et on a un temps magnifique, donc j'en profite pour me mettre un petit peu à l'extérieur et prendre un petit peu le soleil. Ah ben ouais, tu as bien raison, carrément. Ça donne envie. Hop. Ah, on a une petite question de Pascal. Combien de temps dure cette conférence? Elle va durer à peu près 1 heure. Voilà. Et on aura à la fin un temps de questions-réponses, donc à peu près une dizaine de minutes pour poser vos questions. Mais sachez que vous pouvez en poser vraiment tout le long de l'intervention. Et nous, à la fin, soit on les prendra à l'instant T si elles sont pertinentes pour l'instant T. Et sinon, on attendra le moment de questions-réponses à la fin. Vous avez d'ailleurs un petit bouton qui s'appelle Q&R sur lequel vous pouvez poser directement vos questions et en fait, vous pouvez même aller voter pour les questions que vous aimez bien et commenter d'autres questions d'autres participants. Hop. Également, est-ce qu'il est question d'un produit en particulier? Non. C'est vraiment une conférence pour apporter du contenu sur comment la naturopathie peut accompagner sur de la perte de poids. Et il y aura en effet un replay. Voilà. J'espère répondre à pas mal de petites questions techniques du coup avant de commencer. Comme ça, c'est pratique. Hop, et voilà, mais je pense qu'on est bon et qu'on va pouvoir commencer. Ah, bonjour Nathalie, depuis les Yvelines. Bonjour, bonjour à tous, peu importe où vous êtes. Eh bien, du coup, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, moi, je me présente de chez Médoucine. Et si vous ne connaissez pas Médoucine, en fait, c'est un réseau de praticiens qui est sélectionné et qui, du coup, valide des praticiens en médecine douce. Quand je dis ça, en fait, ça veut dire qu'on va vérifier les diplômes et les formations de chaque praticien sur la plateforme pour vraiment vous permettre de trouver un praticien de confiance et vous permettre d'être assuré que quand vous allez voir un praticien qui se trouve chez Médoucine, c'est vraiment un praticien qui est légitime de pratiquer. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même d'être rassuré sur ce point-là. En tout cas, c'est important de faire attention. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'une problématique spécifique. On va parler de poids et plus précisément donc de comment maigrir sans régime. Et pour ça, on a Stéphanie qui va nous donner plein de conseils donc grâce à la naturopathie. Comment vas-tu du coup, Stéphanie? Très très bien, merci Agathe, c'est gentil. Et toi? Mais très bien, ça va, ça va. Mais je pense qu'on va directement pouvoir commencer. Alors, je te laisse D'accord. partager ton écran. Ok. Hop, ah, je vois comment avoir les coordonnées des praticiens. Vous avez tout sur le site de Médoucine. Donc, n'hésitez pas à y aller directement. Ça s'appelle médoucine.com. Et je t'en prie, Sandrine, je te laisse dérouler. Alors moi, c'est Stéphanie. Pardon, mais je ne sais pas pourquoi je m'excuse. J'ai envie de t'appeler Sandrine. Je suis Il n'y a pas désolée. de souci. Donc, je te laisse faire peut-être le petit rappel sur Médoucine. Oui. Absolument, et un rappel qui est très important. Du coup, toutes les pratiques que vous aurez sur Médoucine, que ce soit en webinaire ou même sur le site, c'est vraiment des pratiques qui sont complémentaires à la médecine conventionnelle. Ça veut dire qu'elles ne vont en aucun cas faire un remplacement de votre suivi par un médecin ou par un spécialiste. C'est vraiment hyper important de préciser et ça vient vraiment en complément.
Alors, donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui est un petit peu de saison, hein, d'ailleurs, maigrir sans régime avec la naturopathie. Donc, je me présente, je suis Stéphanie, donc je suis une praticienne certifiée médecine depuis 2 ans maintenant. Donc, j'exerce en tant que diététicienne depuis 12 ans et naturopathe depuis 2 ans maintenant. Et je fais également de la réflexologie plantaire. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la partie 1, l'approche. Alors, déjà, je commence par quelques petites notions, donc les définitions. Qu'est-ce que la naturopathie? Donc, la naturopathie, c'est un accompagnement personnalisé et holistique qui vient en complément de la médecine conventionnelle afin de maintenir ou de retrouver une bonne santé. La naturopathie a recours à des moyens naturels comme l'aromathérapie ou la phytothérapie. Donc, l'aromathérapie, pour rappel, c'est l'utilisation des huiles essentielles, la phytothérapie, l'utilisation des plantes. On a également la nutrithérapie, l'oligothérapie, etc. Donc, qu'est-ce qu'un régime? Donc, définition du dictionnaire. Un régime, c'est un ensemble de prescriptions concernant les aliments et destiné à maintenir ou à rétablir la santé. Donc, on a le régime crétois, le régime végétarien. En fait, c'est un mot qui a été un petit peu détourné de son sens premier et qui est plutôt utilisé dans le sens, justement, différent de suivre un régime, qui est une conduite alimentaire caractérisée par des restrictions. Aujourd'hui, même avant dans ma pratique de diététicienne, je suis anti-régime. Pourquoi? Parce qu'en fait, un régime, c'est souvent synonyme de frustration et de privation. Et on se rend compte avec les années que finalement, on rentre plus dans un effet yo-yo et qu'on n'arrive pas finalement à stabiliser un poids dans le temps. Hein. Donc, on continue un petit peu sur les notions. Alors, les fonctions, la fonction des aliments, à quoi sert l'alimentation? Donc, on a déjà une définition fonctionnelle par l'apport des nutriments. Donc, ça va nous aider finalement à nous construire. Par exemple, les acides aminés qui sont contenus dans les protéines vont nous aider à fabriquer la peau, les muscles, les os, les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Ça a une fonction énergétique aussi. Ça nous permet d'apporter de l'énergie en fait, à notre corps. Et on a la fonction métabolique avec justement les hormones et les neurotransmetteurs. Mais l'alimentation, c'est pas que ça, c'est pas que un rôle de nutriments. On a aussi le côté économique, social, culturel et religieux qui est très très proche finalement de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que l'approche naturopathique par rapport à l'approche diététique classique? Donc déjà, on va s'intéresser aux causes de la prise de poids, parce que souvent, les causes sont multifactorielles. Effectivement, l'alimentation est une grosse base, on est d'accord, c'est le socle indispensable, mais il n'y a pas que l'alimentation qui rentre en ligne de compte. Donc, on va essayer de déterminer là où les causes qui sont à l'origine de cette prise de poids. On ne parle pas de calories, ça c'est vraiment une notion qui est relativement désuète et très sectaire, on va dire, donc on évite de parler de calories de manière générale. On part de l'existant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne part pas tous du même point. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à mettre en place les choses. Donc, on va vraiment partir de l'existant avec la personne qu'on a en face de soi pour mettre les choses en place progressivement. Ça, c'est important. On a aussi un rôle d'éducateur vis-à-vis des consultants, c'est-à-dire qu'on est là pour transmettre aussi des connaissances et faire en sorte que la personne comprenne à quoi servent les nutriments dans notre organisme. Et ça, c'est important aussi de bien comprendre les choses, parce qu'à partir du moment où on comprend les choses, on a plus de facilité à les mettre en application. Et puis l'objectif aussi, finalement, à long terme, c'est que la personne puisse être autonome vis-à-vis de sa propre santé et vis-à-vis de son alimentation. Le but, ce n'est pas de fidéliser une patientèle, ce n'est pas du tout ça l'objectif. Et puis, en revenant un petit peu de partir à l'existant, on passe un contrat moral avec la personne afin de mettre en place les changements progressifs. Alors, je dis toujours, on-off, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas passer d'un mode de fonctionnement à un mode de fonctionnement opposé. Ça ne tient pas dans le temps. Donc, il faut vraiment y aller progressivement et mettre en place les changements de façon douce et en cohésion avec ce que la personne est capable de faire également. Donc, on parle plus
en naturopathie de rééquilibrage alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire? C'est déjà comprendre qu'un changement profond est nécessaire afin d'éviter un effet yo-yo. Comprendre aussi qu'il faut arrêter de maltraiter son corps parce que malheureusement, les cellules ont une mémoire et elles savent bien nous remettre à l'ordre quand il faut. Effectivement, l'alimentation est notre carburant, mais c'est aussi notre première médecine. Il faut éviter les frustrations et les privations, ça c'est extrêmement important. On revient un petit peu justement à ce phénomène de cellules qui ont une mémoire. On s'occupe des causes de la prise de poids, bien évidemment, et on a donc une approche globale. Donc, effectivement, on va partir et parler de l'alimentation, mais aussi de l'hydratation, de l'activité sportive, de la qualité et du temps de sommeil, du système digestif de manière générale et aussi du transit, du système hormonal, des antécédents médicaux personnels et familiaux, des facteurs de risque, comme par exemple le tabac, l'alcool, etc., et aussi de l'historique personnel du consultant, si par exemple il a fait multiples régimes à répétition ou si c'est la première fois qu'il met en place des changements, l'approche va être un petit peu différente. Et puis aussi l'environnement socio-professionnel est important. Alors, partie 2, se sentir mieux dans son corps. C'est un petit peu l'objectif. Alors, on parle là de quantité. Souvent, on me dit quelle quantité il faut manger. Effectivement, se nourrir dépend des aliments, mais aussi des quantités qu'on va servir. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est assez parlant, je trouve, qui vous montre que finalement, il n'y a pas besoin de balance et que notre main est un bon moyen très pratique pour mesurer nos aliments. Donc, vous avez quelques exemples par rapport aux légumes. Ça représente à peu près les 2 points fermés. Bon, souvent, j'image en disant qu'il faut que ça représente à peu près la moitié de l'assiette. Le poisson, la viande, ça représente à peu près la paume de la main. Le beurre, on aura le bout du doigt. Les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Il faut que ça tienne plutôt au niveau du creux de la main. Ensuite, on aura la viande, qui représente une partie un petit peu moins importante que le poisson, le fromage, et donc les fruits, les yaourts et les féculents. Alors, qu'est-ce que la chrononutrition? Ça, c'est une notion qui est importante et qui a été donc initiée il y a bien longtemps par le docteur Couchemine. Et d'ailleurs, cette citation vient de là. Un petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. En fait, plus on avance dans la journée et moins on a besoin d'énergie parce que moins on a de dépenses. Alors, sauf des cas exceptionnels, les personnes qui vont travailler en 3-8, qui vont travailler de nuit ou qui vont avoir des activités un petit peu plus intensives le soir. Mais de manière générale, on a quand même moins besoin d'énergie le soir que le matin. Donc, la journée se base sur 4 repas, espacés de 4 heures minimum entre chaque repas pour éviter le stockage des graisses par le corps. Donc, le petit déjeuner, qui pour moi est le repas le plus important de la journée, c'est le moment où on va sécréter des lipases. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des enzymes en fait, qui nous permettent de digérer les graisses. Donc, le matin, c'est vraiment le moment le plus approprié finalement pour manger du bon gras et des protéines. Pourquoi du gras? Parce qu'on le digère bien, et puis ça va nous apporter des acides gras essentiels et non essentiels d'ailleurs. Et pourquoi des protéines? Parce que justement les protéines contiennent des acides aminés qui vont nous permettre de fabriquer tout un tas de choses. Donc comme je le disais tout à l'heure, les muscles, la peau, les os, mais aussi les hormones et les neurotransmetteurs. Et on sait très bien aujourd'hui que notre corps est régi par les hormones. Donc, il est extrêmement important d'avoir des hormones qui soient sécrétées de manière correcte, et notamment la dopamine qui est le starter du matin, la sérotonine qui va nous permettre de gérer le stress, l'anxiété, le sommeil, les compulsions alimentaires. Donc, un bon petit déjeuner va conditionner finalement toute notre prise alimentaire du reste de la journée. Donc, j'ai mis quelques exemples, fromage, avocat, oléagineux, des œufs, du jambon, etc. Le D'accord, donc il faut déjeuner, vraiment plutôt privilégier le salé. plutôt le salé, effectivement, le matin, ouais. C'est beaucoup plus judicieux. Tout à fait.
Ok. Donc, au niveau du déjeuner, là, on aura un déjeuner, somme toute, assez classique. Alors, soit on part sur un plat unique, soit on fait entrée-plat, éventuellement. Donc là, on aura une portion de protéines, hein, viande, poisson, œufs, ou alors des protéines végétales, un peu de féculents et beaucoup de légumes. Alors, vraiment, les légumes, c'est nos meilleurs partenaires santé et minceur par excellence, hein. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas se passer de légumes et qu'on doit en consommer on va dire en moyenne 400 à 500 grammes par jour et par personne, du cru et du cuit, hein. Vraiment, les deux sont importants. On ne mange pas assez de crudité d'ailleurs, je trouve. Le cru est important parce que ça apporte du vivant, ça va apporter beaucoup plus de fibres, beaucoup plus d'eau et surtout beaucoup plus de vitamines. Aujourd'hui, malheureusement, on est en présence de fruits et légumes qui sont beaucoup plus pauvres qu'avant, du fait de la surexploitation des sols, de l'utilisation massive des pesticides. Donc, pour vous donner un petit exemple, une orange aujourd'hui apporte à peu près 400 fois moins de vitamine C qu'il y a 50 ans. Donc, ce qui est assez énorme. Alors, si on achète des produits bio, on a déjà 30% de plus de nutriments, ce qui n'est pas négligeable, mais il faut savoir que la cuisson va altérer finalement ces nutriments, d'où l'intérêt de consommer du cru, hein, pour avoir notamment plus de vitamine C et plus de vitamines du groupe B, par exemple. Donc ensuite, on a une petite collation, parce que la collation, ce n'est pas du grignotage, et c'est important de faire une petite collation, alors ce qui n'est pas obligatoire, on est bien d'accord, mais qui peut quand même conditionner le fait de ne pas manger trop après sur le repas du soir. Alors, des fois, il vaut mieux faire une petite collation bien équilibrée, plutôt que de ne pas manger et de se retrouver avec la faim au ventre et d'être tenté de manger un peu tout et n'importe quoi le soir, ou alors des quantités trop importantes. Donc, c'est le moment où on va sécréter des glucases. On en revient à nos fameuses enzymes de tout à l'heure. Celles-ci, c'est des enzymes qui vont nous permettre de digérer les sucres. Donc, oui, mesdames, messieurs, c'est le moment idéal de la journée où on peut se faire plaisir et manger un petit peu de sucre. Donc, on va essayer de privilégier quand même les fruits frais, les fruits secs, le chocolat. Alors, le chocolat, on va privilégier un chocolat de bonne qualité, à minimum 70% de cacao. En fait, plus vous allez avoir un pourcentage de cacao important, et moins vous aurez de sucre. 70% de cacao veut dire qu'on a 30% de sucre dans le produit. Donc, si on a un chocolat à 50% de cacao, on aura 50% de sucre dans le produit, d'où l'intérêt de monter en pourcentage de cacao. Et aussi, on peut consommer des gâteaux. Alors, attention, pas n'importe quel gâteau, hein. On va essayer de faire soit des gâteaux maison allégés en sucre, en choisissant des sucres également de bonne qualité, ou alors des biscuits secs type petit beurre, des choses comme ça. Et Et qu'est-ce que donc, c'est on du en coup, arrive Stéphanie? Pardon, Oui. excuse-moi, je te coupe. Un sucre de qualité, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, il y a une classification au niveau des sucres. On va avoir donc le sucre blanc, qui est un petit peu le pire du pire, qui va être très raffiné, très mauvais pour la santé, et avec un index glycémique, on abordera la notion juste après, très très important. Après, on va avoir le sucre roux, qui aura un index glycémique quasi identique au sucre blanc, mais qui aura l'avantage d'être moins raffiné. Après, on aura les sucres complets, type muscovado rapadura, le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave et le sucre de coco. Pour vous donner un exemple, le sucre blanc, on a un index glycémique à peu près équivalent, on va dire, à 90%, ce qui est extrêmement important. Le sucre de coco, on sera entre 15 et 30%. Donc, on reste sur un sucre naturel, mais avec un pouvoir sucrant beaucoup moins important, donc du coup, beaucoup plus intéressant pour la santé et surtout moins transformé aussi. D'accord, ok. Donc, bien sélectionner effectivement les sucres qu'on va utiliser. Alors, je fais une petite aparté sur le sucre. Ça reste quand même notre pire ennemi aujourd'hui. Il faut bien se le dire. On a longtemps diabolisé les matières grasses. Ce n'est pas les matières grasses le problème, c'est vraiment le sucre. Aujourd'hui, le sucre, c'est lui qui est responsable de toutes les maladies métaboliques qu'on peut rencontrer, donc notamment le diabète, et aussi tous les problèmes de poids. Et moi, je rencontre en cabinet énormément de personnes qui sont addictes au sucre, hein, parce que le sucre est une drogue, il faut bien se le dire. Il y a eu des tests d'ailleurs scientifiques, hein, qui l'ont prouvé, avec des tests sur les souris notamment, et il a été mis en lumière que le sucre était plus addictif que la cocaïne, hein. Ça emprunte vraiment les mêmes chemins
neuronaux et ça se fixe sur les mêmes récepteurs. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui un gros problème. Surtout que le sucre est présent malheureusement partout et surtout dans les produits manufacturés. Donc, ne surtout pas faire confiance à l'industrie agroalimentaire. Donc, on en arrive au dîner. Alors, le dîner, là, il faut plutôt axer sur des aliments qui vont être faciles à digérer, donc plutôt le poisson ou des protéines végétales et des légumes. Alors, on pense bien évidemment à utiliser des fruits et des légumes de saison. Plus vous allez respecter la saisonnalité, plus vous aurez des fruits et légumes de qualité qui seront riches en nutriments et qui seront meilleurs pour votre santé. D'accord ? Alors, on ne peut pas parler de rééquilibrage alimentaire sans parler... Ah, je t'ai perdu, Agathe. Ah, je t'ai retrouvée. Par contre, je ne t'entends plus, Agathe. Ah. Non, c'est normal, c'est moi qui coupe mon son. Ok. Donc, je disais, on ne peut pas parler de rééquilibrage alimentaire sans parler d'activité sportive. Alors, le sport ne fait pas maigrir, hein, qu'on s'entende bien là-dessus, mais par contre, il y contribue quand même fortement parce qu'il va nous aider à maintenir ou à développer la masse musculaire. Et plus on est musclé, plus on a un métabolisme de base élevé, donc plus on a une capacité finalement à brûler. Si la silhouette, travailler sur des zones ciblées, renforce. Stéphanie, on ne t'entend plus. Le cardio, ça va être au-delà de... Ah, voilà, bon, ça y est, on t'a retrouvé. Bon, on t'entendait plus depuis à peu près 30 secondes. D'accord. Donc oui, je disais, il y a donc le renforcement musculaire qui va nous permettre plutôt de travailler sur des zones ciblées et d'harmoniser la silhouette. Et donc le renforcement, le cardio, pardon, je vais y arriver, qui lui va nous permettre plutôt d'aller piocher dans les réserves à partir de à peu près 40 minutes de pratique. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait du cardio? En fait, au départ, on va aller piocher dans nos réserves de sucre sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles pour fabriquer de l'énergie. Et une fois que ce stock-là est épuisé, on va aller piocher justement dans les graisses. C'est pour ça qu'on va mettre à peu près 40 minutes avant d'aller taper dans nos réserves de graisse pour pouvoir pratiquer l'activité sportive. Alors, à quoi sert le sport? Il nous sert notamment à mieux gérer le stress et l'anxiété, à mieux gérer notre sommeil. Alors, j'ai mis attention au sport le soir. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, on sécrète des endorphines. Les endorphines sont un petit peu des excitants, des euphorisants. Donc, certaines personnes sont très sensibles à ces hormones-là. Et si on pratique une activité sportive intensive le soir, ça peut perturber le sommeil. Donc, il faut faire attention à ça. Ça nous aide effectivement à maintenir un poids de forme et également à maintenir une bonne santé. Alors, j'ai mis entre parenthèses diabète. Pourquoi? On a fait des tests sur des groupes de personnes diabétiques qui ne pratiquaient pas de sport. On les a mis à pratiquer une activité sportive régulière. Je dis bien régulière parce que c'est la régularité qui paye. Au bout de 2 mois, on a constaté que la glycémie était nettement en baisse. Les personnes ont arrêté de faire du sport. Au bout d'1 semaine, la glycémie remontait. Donc, ce qui nous prouve bien effectivement que c'est la régularité qui va être payante au niveau de la pratique de l'activité sportive. Donc, on préconise classiquement au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Alors, quand on parle de 30 minutes de marche, c'est consécutif. J'ai beaucoup de patients qui me disent « Oui, mais moi, dans ma maison, je me déplace, je fais tant de pas par jour. » C'est pas pareil quand même. Il faut vraiment que ce soit 30 minutes de marche active consécutive et idéalement plutôt en extérieur. C'est quand même plus sympa. Après l'hiver, si on a un tapis de marche, ça fait l'affaire aussi, on est bien d'accord. Et idéalement, ce serait bien de faire 3 séances au moins de sport un petit peu plus intensives de 45 minutes par semaine. Alors, est-ce que je me sens stressée? Ça, c'est super important. Le stress est un facteur majeur aujourd'hui de prise de poids et surtout de résistance à la perte de poids. Il est donc indispensable de mettre en place des techniques de gestion du stress. Alors,
des techniques de gestion du stress, il y en a pléthore. On a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est relativement connue. Hein. Il y a des applications, on en trouve sur YouTube, on peut télécharger sur son téléphone, etc. C'est une technique de respiration qui permet de mieux gérer son stress et son anxiété et qui fonctionne très bien. À pratiquer au moins 5 minutes, 3 fois par jour idéalement. C'est comme le sport, hein. C'est un outil qui va être intéressant à partir du moment où on le fait de façon régulière. Et je dis souvent, ce n'est pas un outil curatif, mais c'est plutôt préventif. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser quand on est stressé, mais idéalement, c'est mieux de le faire tout le temps pour éviter justement des gros pics de stress. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. Les marches en pleine nature, alors là c'est pareil, il y a eu des tests de fait sur des groupes de personnes stressées. Alors l'hormone du stress, c'est le cortisol. C'est une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales, donc les petites glandes au-dessus des reins. Et la meilleure façon de tester le cortisol, c'est au niveau salivaire. Donc ils ont testé le groupe pour connaître leur taux de cortisol, qui était relativement élevé. Donc le groupe est parti faire une marche en forêt. Et de retour de la marche, ils ont retesté le cortisol et le cortisol avait nettement baissé. Donc, ce qui nous met bien en lumière, effectivement, que le fait de marcher en pleine nature a un effet bénéfique sur le stress. Et je vous ai mis également une petite photo avec un point d'acupression qui s'appelle le point OQ, qui se trouve juste entre le pouce et donc on presse comme ça ici à ce niveau-là et ça permet de mieux gérer son stress également. Alors, c'est juste un exemple. Hein. Après, des points d'acupression à faire soi-même, il y en a plusieurs. Et puis, bon, après, il y a aussi l'acupuncture ou la réflexologie plantaire, palmaire ou faciale ou auriculaire ou endonasale. Enfin, voilà, des techniques, sophrologie, etc. Il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les citer aujourd'hui. Je vous ai mis, pour un petit retour à l'alimentation, quelques nutriments anti-stress. Donc, on a le tryptophane. Alors, c'est quoi cette vilaine bête? C'est un acide aminé, tout simplement. Donc, les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Donc, on va en trouver notamment dans le riz complet et dans le poisson. Le magnésium également, qui est un super anti-stress. Donc, on va retrouver dans le chocolat, d'où l'intérêt effectivement de manger du chocolat noir de bonne qualité, dans les graines de sésame. Les oméga 3 également sont extrêmement intéressants. Donc, on va en trouver dans les poissons gras, comme le saumon, la truite, le hareng, le maquereau, la sardine, les anchois. Dans l'huile de noix, qui est une huile riche en oméga 3 également. Et puis la vitamine C qu'on va retrouver dans le kiwi, dans le persil, par exemple. Alors, on en revient à cette fameuse notion d'index glycémique des aliments, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est vraiment la notion la plus importante, au-delà des calories et de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, parce que cette notion-là va vraiment conditionner notre poids, mais surtout notre santé. Donc, en fait, l'index glycémique des aliments, c'est un critère qui permet d'identifier des catégories d'aliments plus ou moins sucrés. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, j'essaie de simplifier les choses, mais en gros, il va nous indiquer la vitesse à laquelle le sucre va être absorbé par nos cellules. Donc, il est conseillé d'avoir une alimentation plutôt basée sur des aliments à index glycémique moyen ou faible. Qu'est-ce qui se passe quand on va manger un aliment à index glycémique élevé? Notre corps, lui, ne supporte pas les fluctuations. Son travail, c'est d'avoir un équilibre parfait tout le temps, ce qu'on appelle une homéostasie. Donc, quand on va manger quelque chose avec un index glycémique, un aliment avec un index glycémique très élevé, on va avoir en fait du sucre qui va passer très rapidement dans la circulation sanguine et du coup, donc une montée de la glycémie, ce qu'on appelle une hyperglycémie. Et là, le corps réagit parce qu'il n'aime pas ça. Donc, le pancréas va sécréter ce qu'on appelle de l'insuline, donc une hormone hypoglycémiante, qui va venir capter le sucre en circulation dans le sang pour pouvoir le mettre en réserve. Mais comme on mange des glucides un petit peu tout le temps, on a déjà notre stock dans le foie et dans les muscles, donc on va le stocker sous forme de gras dans les adipocytes, donc ce qui effectivement ne facilite pas la perte de poids ou la gestion du poids. Mais au-delà de ça, il n'y a plus de sucre qui circule dans le sang parce qu'on l'a mis en stock. Donc là, on a une hypoglycémie réactionnelle, chute du taux de sucre dans le sang. Donc là, on va avoir un petit coup de mou, une fatigue. Souvent, quand on a pris un petit déjeuner sucré, c'est ce qui nous
arrive à 10h30, 11h du matin, là, une petite envie d'aller grignoter, d'aller prendre un petit café sucré ou de petite viennoiserie ou un petit quelque chose. Et puis, du coup, on va reprendre quelque chose de sucré et puis on va faire le yo-yo comme ça toute la journée. Et ce qui fait qu'à un moment, on peut faire ce qu'on appelle une résistance à l'insuline et puis à long terme, un diabète. Hein, d'où le fait que voilà, c'est extrêmement important pour la santé, mais aussi pour la gestion du poids. Donc, vous trouvez assez facilement sur Internet des tableaux d'aliments classés par index glycémique, pour vous donner déjà une idée. Et puis, il y a plein d'ouvrages également qui ont été écrits sur le sujet pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur en quoi consiste cet index glycémique. Et puis également avec des recettes à IGBA, etc. Alors, prendre son temps, ça, c'est super important. Prendre le temps de manger. Aujourd'hui, on vit dans une société complètement stressée et stressante et malheureusement, les gens ne prennent plus le temps de manger. On mange sur le pouce ou on ne mange pas. Et ça, c'est catastrophique parce que la digestion, elle commence déjà dans la bouche et la satiété également va être conditionnée par le temps qu'on va passer à notre repas. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai mis la satiété arrive au bout de 20-25 minutes que l'on est en train de manger. Donc, si on mange en moins de 20 minutes, même si on a trop mangé, on aura l'impression d'avoir encore faim parce que le corps n'aura pas eu le temps d'envoyer le message de satiété au cerveau. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de manger. Ça, on n'insiste pas assez là-dessus. Alors, c'est des conseils peut-être bateaux qu'on peut donner, mais on se rend compte que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Alors, la digestion commence dans la bouche. Pourquoi? Parce que dans la salive, on a des enzymes, notamment l'amylase, qui nous permet de prédigérer les amidons. Et ça, c'est quand même 30% du travail digestif. C'est-à-dire que si on ne mastique pas suffisamment, derrière, on va demander 30% de plus de travail à nos intestins. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ballonnent, qui digèrent mal, qui ne sont pas forcément bien, etc. D'où l'intérêt. Alors, je ne vais pas dire on pose la fourchette, on mastique 20 fois chaque bouchée, parce que là, on rentre dans quelque chose de trop conceptuel et du coup, on peut vite se prendre la tête et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est dire, voilà, on arrive à une texture un petit peu bouillie bébé et une fois qu'on a cette texture-là, on sait qu'on peut avaler, on est OK. Se reconnecter à ses sensations corporelles. C'est quoi la faim? C'est quoi les envies? C'est quoi être rassasié? Trop de gens aujourd'hui confondent la faim, la soif et les envies de manger. Donc, il faut vraiment essayer de se reconnecter à son corps et à ses sensations, vraiment être à l'écoute de ses sensations. Et ça, c'est extrêmement important. Là, je cite aussi les habitants d'Okinawa. Donc, c'est une île où il y a beaucoup de centenaires qui n'ont jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, pas eu de problème de poids. Ça commence avec le changement d'alimentation, du fait de l'occidentalisation, pardon, je vais y arriver, qui arrive aussi là-bas chez eux, malheureusement. Et donc, eux, ils ont une technique qui fait qu'ils sortent de table en ayant toujours un petit peu faim. Et ça, c'est important, en fait, de comprendre qu'il ne faut pas sortir de table en étant complètement le ventre plein, quoi, parce que c'est pas bon pour la digestion et c'est pas bon non plus pour la gestion du poids. Et donc après, je reviens un petit peu plus à notre histoire de perdre du poids. Là. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Dans le rééquilibrage alimentaire, on ne cherche pas à avoir des résultats spectaculaires. On n'est pas dans l'hyperprotéiné, d'accord. Une perte de poids de 2 à 4 kilos par mois suffit largement. Au-delà d'1,6 kg par semaine, ça devient toxique pour le foie. Pourquoi ça devient toxique pour le foie? Parce que le foie, c'est en médecine chinoise le général des armées. Il gère 200 à 500 fonctions métaboliques différentes et c'est lui la station d'épuration du corps. Quand on perd du poids, l'objectif, c'est de déstocker du gras quand même, on est bien d'accord. Donc, dans nos adipocytes, on va stocker effectivement des triglycérides, mais on va aussi stocker des toxines, beaucoup de déchets, parce que naturellement, les toxines se lient au gras. Donc, quand on va relarguer ces graisses, on va aussi relarguer dans l'organisme énormément de toxines et de déchets qui vont être obligés d'être traités par le foie. C'est pour ça que finalement, ça devient toxique au-delà d'1,6 kg par semaine. Et aussi, d'où l'intérêt, quand on perd du poids, de
soutenir le système hépatique. Et donc, on en arrive à la conclusion. Donc, pourquoi perdre du poids? Alors ça, c'est important. Pourquoi on cherche à perdre du poids? Donc déjà, on va essayer de se poser et de déterminer ses motivations de départ et ses freins. Ça, c'est extrêmement important. On n'a pas tous, comme je le disais tout à l'heure, les mêmes objectifs, les mêmes motivations, les mêmes capacités. Donc, c'est important de poser ça dès le début. Et puis, c'est aussi ce qui va conditionner finalement notre démarche et notre future réussite. Et je trouve que l'écrit pour ça est super intéressant parce qu'il y a forcément, comme je le dis après, des moments de renoncement et de doute. Et du coup, on va pouvoir s'appuyer sur ces fameuses motivations de départ pour pouvoir se rebooster. Et puis aussi, bon, bah, c'est ce que je note juste après, hein, c'est une course de fond, donc vraiment, il faut se ménager. Hein, on part sur des choses qui peuvent durer relativement longtemps et d'où l'intérêt aussi de l'accompagnement. Voilà. Et puis, il faut prendre conscience de sa constitution. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités à perdre du poids, selon l'âge, selon le sexe, selon notre histoire personnelle, si on a fait des régimes à répétition, si on a des dérèglements hormonaux, si on est ménopausé, si on est plurimédiqué, etc. Hein, tout ça aussi va avoir une influence sur la perte de poids, donc il faut prendre ça en considération. Et puis donc les 3 essentiels pour moi, c'est une bonne hydratation. Alors ça, on n'en parle pas suffisamment. Hein. L'hydratation, l'eau, c'est pas une boisson. Hein. L'eau, c'est un aliment à part entière et c'est l'aliment vital par excellence. L'eau, c'est la vie. Hein. C'est souvent comme ça que je dis. Ma sœur se moque de moi d'ailleurs, elle m'a offert un tablier marqué l'eau, c'est la vie dessus. Mais c'est vrai, hein, la vie sans eau n'est pas possible. Notre corps est constitué à 70% d'eau, donc nos besoins hydriques de ce fait sont considérables et proportionnels à notre poids. Donc il y a un petit calcul tout bête qui existe pour connaître nos besoins hydriques. Donc c'est notre poids corporel multiplié par 0,03. Vous pouvez vous amuser à faire le calcul chez vous et vous verrez qu'on est relativement étonné du chiffre qui sort, sachant que quand on parle d'eau toute seule. Le thé, le café, les infusions ne sont pas de l'eau. On me dit souvent, oui, mais il y a de l'eau dedans. Oui, il y a de l'eau dedans, mais comme dans la salade, en fait. Mais la salade, c'est de la salade. Donc le café, c'est du café, c'est pareil. Le café, c'est une boisson qui est excitante. Et c'est une boisson qu'on va qualifier de diurétique. Ça veut dire que ça va augmenter le volume d'urine produit dans les 24 heures. Ça va faire fonctionner les reins. On va plus aller faire pipi, mais on ne va pas se réhydrater pour autant. D'accord ? Et malheureusement, tout ce qui est diurétique est également déminéralisant. Donc, on va favoriser la fuite de calcium, de magnésium, de potassium, mais on ne va pas se réhydrater. On dit classiquement une tasse de café ou une tasse de thé et 1 ou 2 tasses d'eau pour compenser. Hein. Donc, ôtez-vous ça de la tête. Les eaux aromatisées, les tisanes, etc., bah, ça ne compte pas malheureusement. Je sais que je vais faire des malheureux aujourd'hui, mais il faut bien prendre conscience de ça. Et l'hydratation, c'est vraiment la base. J'ai une patiente qui est venue au cabinet il y a quelques années de ça pour perdre au départ 2 kilos. On a revu effectivement l'alimentation, mais elle ne buvait pas. Je lui ai longuement parlé d'hydratation, elle a pris conscience de ça, elle s'est mise à boire énormément, elle a augmenté aussi un petit peu son activité sportive parce qu'elle était ménopausée, et elle est revenue au bout de 2 mois, elle avait perdu 6 kilos. Elle était extrêmement contente, et sans faire beaucoup plus d'efforts que ça, hein. Juste déjà en s'hydratant suffisamment, bah, ça change tout, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Remettre du mouvement dans son quotidien, on en revient toujours au même. Hein. L'activité sportive, le mouvement, c'est la vie aussi, hein, c'est comme l'eau. Donc, c'est extrêmement important. Après, il faut faire une activité sportive qui nous plaise, qui soit dans nos capacités, qui s'intègre bien également à notre mode de vie, à notre planning, à notre agenda. Et puis, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose. Hein. On peut multiplier les déplacements à pied, les déplacements en vélo, la piscine ou la natation quand on peut, du paddle. J'ai mon chat qui vient de passer. Et voilà, on peut multiplier finalement les activités. On n'est pas obligé de faire une mono-activité non plus, hein, un peu de yoga,
un peu de renforcement musculaire, etc. Et puis surtout, pas de dogme. Ça, c'est hyper important. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se renferment finalement dans des régimes alimentaires hyper stricts et ah non, mais il ne faut pas manger tel aliment parce que c'est pas bon, et puis il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, ou alors non, chacun son alimentation, et puis il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Ça, c'est super important. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Vous retrouvez donc juste ici mes coordonnées. Bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site de Médoucine. Pour ceux qui sont intéressés et qui ne sont pas forcément de Nantes, je propose également des rendez-vous en visio. Donc même si vous n'êtes pas sur Nantes, on peut quand même se rencontrer, il n'y a pas de souci. Super, bah, merci beaucoup en tout cas Stéphanie, on a plein de commentaires chaleureux dans le chat, très élogieux, merci, c'était vraiment un super moment, extra Stéphanie, merci beaucoup, beaucoup de merci. Et on a aussi beaucoup de questions qui sont arrivées, du coup je vais récupérer celles qu'on a sur le Q et R, juste pour rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions sur le bouton Q et R, ce qui me permet de bien les recenser. Voilà, et vous aurez accès au replay qui vous sera envoyé par mail dans l'après-midi ou demain. Voilà. Alors, pour les types d'eau, alors, enfin, même, oui, on va commencer par là, les types d'eau. On nous demande, est-ce que l'eau gazeuse est considérée comme de l'eau classique? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur de l'eau, hein, pour le coup, il n'y a rien à l'intérieur, mais c'est quand même gazeux. Le problème du gaz, c'est que, alors, en tout cas, les eaux qu'on va acheter dans le commerce, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont des soda stream. Alors, on va parler des deux. Donc, l'eau gazeuse, les deux problématiques de l'eau gazeuse, c'est qu'elles sont dites apéritives, donc elles ont tendance à ouvrir l'appétit, et elles sont aussi extrêmement salées par rapport à l'eau plate. Donc, la soda stream, on n'aura pas ce côté salé parce qu'on va gazéifier soi-même son eau, mais on aura quand même ce côté dit apéritif. Donc, il ne faut pas en abuser. On peut en consommer un peu, hein, bien évidemment, mais il faut quand même que majoritairement l'apport en eau soit plutôt de l'eau plate et une eau de bonne qualité, parce que l'eau aussi a une mémoire et transmet des choses. Donc, si on est sur des eaux en bouteille, moi je préconise plutôt des eaux faiblement minéralisées, type Montcalm, Montroucoux, Rosée de la Reine. Autrement, la meilleure option, c'est encore de filtrer son eau. Et alors là, du coup, bon, il y a pas mal de choix, hein. Alors, exit Brita, hein, parce que là, c'est à part enlever le goût, le mauvais goût de l'eau, c'est tout, hein. Et puis on est sur du plastique, donc c'est quand même pas terrible. Il y a des systèmes alors d'osmoseur inverse, hein, ça c'est le top du top, mais ça coûte relativement cher. Et puis ça filtre tellement bien qu'on arrive sur une eau distillée, donc derrière il faut la revitaliser, la reminéraliser, etc. Mais sur le site de Navoti, on trouve des cartouches filtrantes à installer soit sur l'évier ou sous l'évier, qui sont un très bon compromis, un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, j'ai opté pour ce système-là et on est à moins de 150 €. C'est une cartouche qui dure 2 ans. On a juste l'insert en charbon à changer tous les 3 mois et on a une eau de très bonne qualité. Et puis surtout, on arrête la pollution avec les bouteilles en plastique et on arrête de s'intoxiquer aussi avec les particules de plastique au passage. C'est pas plus mal. En effet, ça marche. Et du coup, les filtres en charbon à mettre par exemple dans une carafe et avec de l'eau du robinet, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça va enlever le mauvais goût en fait de l'eau, hein, mais on ne va pas filtrer tout ce qui est nanoparticules. Pour te donner une image, si tu veux, moi, la cartouche que j'ai installée chez moi, donc tu as un système de filtration qui filtre à peu près 99,9% de toutes les nanoparticules et toutes les bactéries et tous les staphylocoques et tous les extraits de pilules et médicaments contre le cancer qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet malheureusement. Et au bout de 4 mois, donc à la base elle est orange, hein. Au bout de 4 mois, j'ai changé l'insert en charbon. Elle était noire, ma cartouche. Okay. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, j'ai bien fait d'investir dans un système de filtration. Le charbon, je l'utilise quand je pars en vacances, par exemple, parce que je ne transporte pas mon système de filtration avec moi. Il est installé sous le robinet, donc c'est compliqué. Oui, je vais mettre le charbon dans l'eau pour enlever le chlore, etc. Mais ça ne va pas filtrer quand même l'intégralité des mauvaises particules qu'on retrouve dans l'eau. Après, il y a un système
système qui est intéressant, c'est Berkey, qui lui est un système du coup qu'on peut transporter, qui est entièrement en inox, qui a posé en fait sur son plan de travail avec un petit robinet pour pouvoir se servir et qui est un système aussi qui est vraiment bien. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu préconises de boire de l'eau pendant ou après le repas? Alors, ça, c'est une très bonne question, effectivement, plutôt en dehors des repas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de boire un petit peu pendant le repas, hein, un petit verre ou deux, mais j'ai des patients qui ne boivent pas et qui vont boire 1,5 litre sur les 2 repas. Et là, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez complètement diluer les enzymes digestives et du coup, elles vont être noyées et elles ne pourront pas faire correctement leur travail. Et c'est pour ça qu'il est plutôt préconisé de boire en dehors des repas. Alors, pour rester sur cette histoire d'hydratation, dites-vous bien que la soif, c'est un message qui est envoyé à notre cerveau pour nous dire alerte, début de déshydratation. Quand on ressent la soif, c'est qu'on est déjà en début de déshydratation. Donc, normalement, on devrait boire régulièrement tout au long de la journée sans avoir à ressentir la soif. Et effectivement, majoritairement en dehors des repas. Et plutôt en première partie de journée, parce que si on boit trop après 17 heures, on va se lever la nuit pour aller faire pipi. Hein. Ok, ça marche. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as une recommandation de la quantité d'eau à boire par jour? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire le calcul selon le poids de la personne. Donc, si tu veux un petit exemple, on va prendre quelqu'un qui pèse 65 kilos. Donc, on arrive à 1,95 litres d'eau par jour. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler le calcul? D'ailleurs, on avait ça dans les questions. Oui, alors c'est le poids corporel multiplié par 0,03. D'accord. Et donc ça, c'est les besoins au repos. Hein. C'est-à-dire que ça ne prend pas en considération le fait qu'il fasse chaud et qu'on transpire ou qu'on soit dans la pratique d'une activité transpirante, une activité sportive. Donc, à partir du moment où on transpire, on perd de l'eau, donc on est censé boire plus pour compenser les pertes. Hein. Ça, c'est vraiment au repos. Quoi, hein. Ok, ça marche. Et on a on reste beaucoup sur l'eau, mais bon. C'est un sujet qui Alors, passionne les foules, c'est bien. ouais, on demande ton avis sur l'eau alcalin et sur l'eau candienne. Alors, je suis désolée pour la prononciation, je ne suis pas sûre de moi. Est-ce que tu as un avis sur ces eaux-là? Peut-être que tu ne les connais pas? Alors, les eaux alcalins, et alors la deuxième, ça ne me parle pas. C'est quoi Ouais. comme type d'eau? C'est des eaux plates, des eaux en bouteille Alors, j'ai pas plus d'informations. Peut-être que D'accord. les personnes peuvent nous écrire dans le chat ou dans les questions et puis on y reviendra plus tard peut-être. Oui. Ok, ça marche. Alors, regardons. Ah bah, encore une question sur l'eau. Tiens, comme ça, on les passe toutes maintenant. Sandra nous dit, je vais mettre du concombre, une fraise ou dans ma bouteille d'eau. Faut-il arrêter pour que l'eau soit pure? Oui. Alors, c'est intéressant, effectivement, hein, de faire des eaux, moi, ce que j'appelle des eaux aromatisées ou des eaux détox. Mais on sera effectivement sur des eaux plus soit plaisir, soit à but de détoxifier l'organisme, mais on ne va pas avoir ce côté réhydratant, effectivement. Hein. À partir du moment où on met quelque chose à infuser dans l'eau, on change ses propriétés physico-chimiques et du coup, elle n'a plus le même impact au niveau de l'organisme. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, en fait, je vous disais tout à l'heure, le corps, il est composé à 70% d'eau. Donc, on a à peu près 40% à l'intérieur des cellules, donc ce qu'on appelle en intracellulaire. On a 15% dans le liquide interstitiel, le liquide dans lequel baignent les cellules, et le reste, ça va être dans le sang et dans la lymphe. Donc, le corps, comme je le disais tout à l'heure, met toujours en place des systèmes tampons pour compenser un potentiel déséquilibre. Donc, quand on boit beaucoup d'eau aromatisée, beaucoup de tisane, de café, etc., et pas suffisamment d'eau, en fait, le liquide dans lequel baignent les cellules va changer de texture. Il va devenir un peu plus épais, en fait. Et notre petite cellule, elle, comme toutes les cellules, elle a à l'intérieur ce qu'on appelle une mitochondrie. Donc, c'est un petit peu l'usine à gaz de la cellule. Et comme toute usine, elle génère des déchets, et ce qu'on appelle les déchets métaboliques. Donc, ces déchets doivent normalement sortir de la cellule, être pris en charge par le liquide pour être évacués, notamment par le foie et après par les reins. Traités par le foie, évacués par les reins. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ce liquide il change de texture? Notre petite cellule, elle se dit, hop, 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 il y a un problème. Moi, je
garde mes déchets et je rejette de l'eau. Comme ça, le liquide, il va redevenir normal. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Du coup, non seulement on ne se réhydrate pas, mais on se déshydrate parce qu'on perd de l'eau en intracellulaire et en plus, on s'intoxique parce qu'on garde les toxines à l'intérieur de la cellule. Et en plus de ça, on va se déminéraliser parce qu'on va faire beaucoup pipi. Mais résultat des courses, on ne s'hydrate pas, quoi. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a que l'eau, malheureusement, toute seule, qui fait ce job. Ok, très clair. Ça marche. Eh ben, écoute, je te propose de passer à d'autres questions. On nous a beaucoup demandé également comment soutenir le foie quand on est en perte de poids. Est-ce que tu as des conseils à donner? Alors, il y a plein de choses à faire. Tout dépend de ce que la personne préfère. On a plusieurs formes galéniques de prise de compléments alimentaires. Alors, il y a beaucoup de plantes qui sont intéressantes. On va avoir le citron, l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie, le chrysanthellum, le romarin, le fumeterre, le pissenlit, etc. Après, tout dépend si la personne préfère prendre des gélules, des comprimés, des ampoules, des extraits liquides, des gouttes, ou travailler éventuellement avec les huiles essentielles. En huile essentielle, on va avoir le citron ou la carotte qu'on va en fait mettre dans un petit peu d'huile végétale et qu'on va appliquer directement sur le foie. Alors, il ne faut pas le faire sur des périodes trop longues, parce que les huiles essentielles utilisées trop longtemps peuvent être toxiques. Donc, on le fait sur 7 jours max d'affilée, à raison de 2 fois par jour, le matin et le soir, idéalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le foie et les reins sont les 2 organes les plus chauds de notre corps et vont fonctionner de manière optimum entre 39 et 41 degrés. Donc, le fait d'appliquer du chaud sur le foie ne va pas le détoxifier, mais en plus de l'huile essentielle, par exemple, va soulager le foie et va faciliter son bon fonctionnement. Et ça, d'ailleurs, quand on n'a pas... quand on a fait un repas un petit peu trop copieux et qu'on se sent un petit peu vaseux, qu'on a du mal à digérer, on peut s'appliquer une bouillotte sur le foie et ça va soulager et faciliter la digestion. D'accord, ok, ça marche. Très bien. Alors, une autre question de Renata. Combien d'œufs maxi par semaine pour les petits déjeuners? Est-ce qu'il y a une restriction au niveau de la quantité d'œufs qu'on peut manger par semaine? Alors oui, effectivement, il faut faire attention aux œufs parce que le blanc, c'est pratiquement que des protéines, mais le jaune, c'est pratiquement que des lipides et notamment pas mal de cholestérol. Alors même si le cholestérol, on en a besoin, il ne faut pas trop en abuser non plus. Donc si on a déjà un taux de cholestérol un petit peu élevé, on va se limiter à 6 œufs par semaine. Si on n'a pas de problème de cholestérol, on peut aller jusqu'à 10. Alors 10 œufs par semaine, tout compris, c'est-à-dire que s'il y a des gâteaux, s'il y a des crêpes, s'il y a des quiches, on compte tous les œufs, d'accord? Pas que les œufs qu'on mange le matin. Ok, ça marche. Également, une question qu'on nous a pas mal posée, si l'activité sportive n'est pas possible, est-ce que ça compromet la perte de poids ou comment peut-être la remplacer ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, c'est comme l'eau, il n'y a rien qui remplace l'activité sportive, quoi. Après, tout dépend de combien on cherche à perdre, de quel âge a la personne, quel sexe. Après, voilà, c'est très difficile de répondre comme ça. Il y a certaines personnes qui arrivent à perdre du poids sans forcément pratiquer une activité sportive régulière, mais à un moment donné, de toute façon, on va être limité, quoi. Et puis, plus on va avancer dans l'âge, et puis plus le poids va commencer à remonter. Donc, que ce soit pour la santé ou pour le maintien d'un poids stable dans le temps, la pratique d'une activité sportive régulière, malheureusement, elle est indispensable. Alors après, ça peut être juste un petit peu de marche, ça peut être voilà, des choses toutes simples en fait. On n'est pas obligé d'aller à la salle de sport ou de s'inscrire dans une association ou autre. Pour moi, la pratique, elle n'est pas possible à partir du moment où on a un handicap physique et encore. J'ai une patiente qui est en fauteuil roulant et qui fait du sport. Donc, vous voyez, je pense que tout est plutôt une question de motivation. Et puis souvent, j'entends aussi, j'ai pas le temps. Alors, en fait, c'est effectivement plutôt une question de motivation parce qu'on a tous le même temps dans la journée. Après, libre à nous de le répartir comme on l'entend. Il faut, en fait, prévoir ces temps d'activité sportive et le fixer dans son agenda au même titre qu'un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste parce que
déjà dans notre tête, on aura prévu, on aura libéré ce temps-là, et du coup, on n'aura pas d'excuses pour pouvoir ne pas pratiquer cette activité-là. Mais c'est relativement difficile de faire sans, effectivement. Ça marche. Autre question plus spécifique, quand on est atteint du syndrome du côlon irritable, oui. Est-ce que tu as des préconisations entre la consommation de crudités, les oléagineux, etc. Oui. Alors effectivement, les personnes atteintes d'un syndrome du côlon irritable peuvent avoir des problèmes de sensibilité, de digestion avec les fibres notamment. Alors, au niveau des crudités, on a effectivement des astuces. On peut opter pour des graines germées. Les graines germées, ça, c'est magique parce qu'il y a très peu de fibres, c'est très, très doux. En général, c'est très bien toléré. Et comme on est sur la genèse de la plante, on a vraiment un concentré de vitamines et de minéraux qui est extrêmement intéressant, voire même plus intéressant que dans le légume final. C'est-à-dire que dans une jeune pousse, des fois, on peut avoir 400 ou 1000 fois plus de certaines vitamines que si je prends une pousse de, je sais pas, de roquette, par exemple, que dans la roquette elle-même. Et puis, du coup, une toute petite quantité suffit. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on va avoir aussi les légumes lactofermentés. Alors ça, c'est magique parce que la lactofermentation, en fait, à la base, c'est une technique de conservation des légumes ancestrale, avec de la saumure, donc de l'eau et du sel. Et il y a une réaction enzymatique qui va se mettre en place pendant une fois que c'est fermé, le bocal. Et cette réaction enzymatique va prédigérer, en fait, entre guillemets, les aliments. Ce qui fait qu'ils vont être beaucoup plus digestes et beaucoup plus assimilables après pour notre organisme et mieux tolérés du coup pour les personnes sensibles. Et en plus de ça, non seulement on ne détruit pas les vitamines et les minéraux, contrairement à une cuisson ou à une pasteurisation ou une surgélation, mais en plus de ça, on sublime les aliments parce que cette fameuse réaction enzymatique va notamment développer ce qu'on appelle des prébiotiques et des probiotiques, donc qui vont venir nourrir justement la flore intestinale. Donc hyper intéressant. Après, bon, de toute façon, en naturopathie, nous, on a des prises en charge sur les personnes atteintes de syndrome de côlon irritable. On va nettoyer l'intestin, réparer l'intestin, et moi, j'ai des résultats spectaculaires et les personnes se sentent beaucoup mieux et arrivent à réintégrer certains aliments qu'ils ne mangeaient plus auparavant. Ok, super. Ouais, c'est de bonne augure. Petite question, j'enchaîne sur la stevia particulièrement Diana, pardon. Est-ce que c'est un bon sucre versus sucre de coco? Non. Non, parce que la stevia, en fait, on nous vend ça comme un sucre naturel, mais c'est absolument pas naturel. C'est un produit industriel, donc fait effectivement à partir d'une plante, mais ça reste un produit transformé, au même titre que c'est un édulcorant, en fait, que l'aspartame. Le problème des édulcorants, c'est que déjà, on est sur des produits chimiques, donc utiliser au long cours peut avoir des répercussions au niveau de la santé, et notamment apparition de tumeurs au cerveau. Et puis, le problème, c'est que notre corps, lui, ne fait pas la différence entre un vrai sucre et un faux sucre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir un goût sucré dans la bouche, notre corps s'attend à avoir un apport de calories. Et là, il n'y a pas de calories parce qu'on est sur un sucre sans sucre. Donc, le corps, il est frustré. Et à partir du moment où le corps, il est frustré, il fait des réserves. Donc, on prend ça pour de prendre du poids, mais finalement, c'est l'effet inverse. Donc, aucun intérêt sur ce type de produit. Il vaut mieux utiliser des sucres naturels à pouvoir sucrant moins important, tout en se disant que l'idéal, c'est d'essayer d'en utiliser le moins possible, de réduire, voire d'arrêter. Mais si on ne peut pas s'en passer, mieux vaut utiliser un sucre de coco plutôt que d'utiliser un édulcorant. Alors, existe le xylitol éventuellement, qui serait le moins pire parce que c'est un sucre de bouleau. Donc, pourquoi pas? Mais je ne suis pas fan. Ok, ça marche. Et on va arriver vers la fin. Dernière petite question, retour sur l'eau. Qu'est-ce que tu penses des perles de céramique pour du coup filtrer l'eau? C'est comme le charbon, c'est pareil. Voilà, ça ne va pas être efficace à 100% en fait. C'est déjà un bon début, c'est chouette. Moi, j'utilise ces choses-là quand je pars en déplacement, mais après, on va pas avoir une eau pure juste avec ça.
Ok, ça marche. Ah, et peut-être petite dernière question pour la route. Du coup, quand il y a une infection urinaire répétitive, est-ce que tu aurais des conseils pour soulager ça? Alors, souvent, c'est que déjà, on ne boit pas assez, donc on en revient à l'eau, encore une fois. Et puis après, oui, hein, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Alors déjà, il y a des probiotiques spécifiques de rétablissement d'une flore vaginale correcte, parce que souvent, on est en présence d'une acidité, en fait, de la flore, hein, qui fait que ça facilite les récidives. Et puis après, il y a des produits naturels. Alors, ça dépend si c'est avec germe ou sans germe. S'il y a un germe, on va déjà traiter avec des huiles essentielles. Et puis après, on va avoir recours à des plantes comme la canneberge, etc. Ou la busserole, par exemple. Et puis s'il n'y a pas de germe, on ne va pas utiliser les huiles essentielles. On va juste travailler, par exemple, avec les probiotiques et les plantes spécifiques, quoi. Mais il faut déjà Ok, commencer par boire beaucoup. ok, ouais, c'est un bon conseil de base accessible, quoi. Voilà. Ok, j'ai quelques petites questions de personnes qui me relancent pour leurs questions. Du coup, je vais les poser en même temps. Je les ai retrouvées. On a Carole qui nous précise qu'en hôpital, la consommation de sucre isolé avait été déconseillée à cause du pic glycémique. Elle avait posé ça au niveau de l'explication de la collation. Du coup, Oui. comment gérer justement cette collation? Alors, oui, effectivement, alors ça, c'est plus pour les personnes diabétiques, hein, je suppose, hein. Alors là, du coup, effectivement, on va essayer de mélanger le produit sucré avec des fibres. Parce qu'à partir du moment où il y a des fibres, les fibres vont piéger finalement une partie des sucres pour les empêcher de passer trop rapidement dans la circulation sanguine. Donc, on peut faire une poignée d'oléagineux avec un fruit frais, par exemple. Vous voyez, les fibres des oléagineux, du coup, vont piéger, et puis les fibres du fruit aussi, vont piéger une partie des sucres. En fait, on va adapter la collation par rapport à la personne, hein, bien évidemment, hein. Mais comme c'est le moment où on sécrète la glucase, c'est effectivement le moment le plus propice pour manger quelque chose de sucré. Mais ça reste encore quelque chose de non obligatoire, hein. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ne pratiquent pas la collation non plus, hein. Ok, ça marche. Et un spectateur anonyme nous précise du coup que quand elle perd du poids, elle a sa dépression qui augmente. Elle a l'impression que son corps comprend la perte de poids comme une menace et elle se demande comment faire. Oui, mais oui, ça arrive malheureusement assez fréquemment. Ce qui serait intéressant, ce serait de travailler sur ce côté psychologique, effectivement, hein, d'avoir une approche peut-être, alors soit avec un psychothérapeute ou quelqu'un de spécialisé dans la gestion des émotions. Alors, il y a différents types d'approches après, hein, la gestathérapie, etc. Il y a beaucoup de choses. Elle peut aller sur le site de Médoucine, poser des questions, essayer de trouver un bon thérapeute à ce niveau-là. Mais ça peut être intéressant effectivement de creuser un petit peu le sujet pour essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et puis après, dans l'accompagnement avec le thérapeute, qui soit naturopathe ou autre, on a aussi des nutriments et des plantes qui peuvent nous aider à temporiser, hein, cet effet-là, notamment les plantes adaptogènes comme la rhodiole, associée au safran notamment, qui donnent de très bons résultats, hein, par exemple. Ok, et ben très bien. Écoute, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Je suis désolée, on a encore quelques questions, mais le temps nous est écouté. Nous sommes arrivés au bout d'une heure de ce webinaire. N'hésitez pas en tout cas à contacter du coup Stéphanie directement, enfin en direct, hein, tout simplement. Vous aviez son numéro et puis on vous envoie dans tous les cas un petit mail récapitulatif avec du coup le replay et en même temps les coordonnées de Stéphanie. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter en direct. En tout cas, je te remercie hein, pour De toutes rien, merci à ces toi de m'avoir informations. invité pour cette conférence. C'était fort agréable en tout cas. Et ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'était partagé. On a eu énormément de commentaires hyper positifs. On a une pluie de merci là dans le chat. Donc vraiment, ça a été très bien Bon, tant accueilli. mieux si ça vous a plu. Je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites pistes de réponse. Voilà.
Ah ouais, bah super. Bah, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver donc Stéphanie sur Medoucine. Et puis, bah, pour Et rappel, sur surtout, Medoucine, vous soyez, avez... soyez bienveillants avec vous-même, c'est important. Ah, ouais, très beau rappel, très beau rappel. Et puis, bah, si vous cherchez des praticiens de façon générale pour des problématiques de vie, n'hésitez pas à regarder sur Medoucine. Vous avez des praticiens de plusieurs pratiques différentes, hein, pas que de la naturopathie, qui peuvent vous accompagner du coup pour gérer vos problématiques. Voilà. Et puis chaque mois, du coup, on fait un webinaire de ce type-là. Donc, voilà, vous pouvez les suivre et avoir accès au replay. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais te souhaiter une bonne après-midi, Stéphanie. Bon après-midi à tout le Merci. monde. Bon après-midi à tous. Et puis, à bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.